Comment vous regardez ce marché obligataire, Bruno Vannier? Je le disais, votre domaine d'expertise, ce sont les actions émergentes, mais enfin, quand on est gérant, et y compris sur les marchés émergents, oui, le 10 ans américain, ça reste quand même un juge de paix à déséquilibre. C'est clairement extrêmement important à regarder, en tout cas à analyser. Bon, ce que je peux en dire, c'est qu'en gros, on a deux éléments. On salue quand même une sorte de victoire de Trump sur ces mesures fiscales, un peu comme ce qui s'était passé au dernier trimestre 2016. Finalement, on a vu les taux d'intérêt monter à l'époque également. Tant qu'il reste autour de 2,50, même quelques centimes plus haut, je trouve que c'est pas très préoccupant. En revanche, il y a quand même un élément moyen long terme qui est important et qui est un sujet de risque quand même, qui est la réduction du bilan de la Banque centrale américaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas énormément parce qu'on a commencé un petit peu à le voir. Le bilan de la Fed n'a pas augmenté, il est très stable. Il devrait quand même être réduit de manière importante l'année prochaine. J'ai envie de dire, techniquement, ça devrait se traduire bien évidemment par une hausse des taux longs, quoi. Mais c'est quelque chose qui est assez nouveau quand même dans notre environnement, donc ce sera quelque chose forcément à regarder pour les investissements actions. D'autant qu'on a vu tous les marchés d'actifs risqués augmenter au fur et à mesure de l'augmentation des bilans des banques centrales. Donc maintenant qu'on va ralentir la progression, voire réduire certains bilans du côté de la Fed en l'occurrence, voir effectivement l'impact que ça va pouvoir avoir. Arnaud, si on se projette là sur le début d'année 2018, encore une fois avec des scénarios à 3 mois que vous mettez à jour régulièrement chez CPR Asset Management, qu'est-ce qu'on peut envisager? Le scénario le plus probable et puis les scénarios de risque. On en a évoqué un déjà avec une poussée d'inflation qui serait un peu plus violente que ce que le marché imagine aujourd'hui. Scénario central pour vous en début d'année? Le scénario central, c'est la poursuite qu'on a connue depuis 2017. En gros, c'est quoi? C'est la croissance mondiale qui est synchronisée, tant pays développés que pays émergents. Les indicateurs de confiance, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis, au Japon, le Tankan est sorti très bien, montre quand même que aussi bien les entrepreneurs que les ménages sont très bien orientés, très confiants. Donc, en gros, c'est une poursuite de ça avec, donc, ça veut dire quoi? Les marchés actions qui progressent modestement malgré tout, parce qu'on tient compte des valorisations, et les taux qui montent, mais franchement, dans l'ordre. La continuité de ce qu'on a aujourd'hui, quoi, c'est ça. Exactement. Ça, c'est le scénario central à 60% de probabilité. 60% de probabilité. Les scénarios de risque, alors? Alors, il y a 3 scénarios de risque. Donc, outre celui de l'inflation qui est effectivement, alors en gros, l'inflation est tellement disparue qu'on se dit, il faut imaginer. On a capitulé. Exactement. Il faut faire attention, il y aurait une rupture. Il y a 2 autres scénarios, plutôt centrés sur la politique. Donc, d'abord en zone euro. Donc, en zone euro, il y a quand même des tensions qui peuvent venir. Outre la Catalogne, malgré tout, effectivement, on imagine des votes en Italie début mars, où le résultat est assez incertain, moins qu'on puisse dire. Ensuite, en Allemagne, il nous manque le gouvernement devrait être quand même statué un peu, ça aiderait au moins pour l'élan européen. Et le Brexit, il faut juste se rappeler qu'on a l'impression qu'on a franchi des étapes, mais d'abord, l'Irlande, c'est pas totalement calé. La frontière, est-ce qu'elle sera ferme, pas ferme, douce, forte, etc. On sait très bien que ça peut être un handicap assez fort. 2, on voit bien même que l'Espagne est en train de se réveiller sur Gibraltar. De temps en temps, ça revient, mais là, il menacerait de poser un veto si jamais il y avait une négociation sur Gibraltar qui coincerait. Bon, donc grosso modo, en zone euro, ça peut un peu chahuter. C'est pas le risque politique a fortement diminué au cours de cette année 2017, mais il n'a pas complètement disparu. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Exactement. C'est une zone. D'ailleurs, ça expliquerait aussi pourquoi les gens ont du mal à racheter la totalité de la croissance en zone euro, parce que finalement les chiffres macro sont bons, les chiffres micro sont bons pour la plupart, mais il manque encore la partie politique. On est retenu par ça. Et puis, donc ça, c'est 15% de probabilité que le scénario adverse. Et un autre scénario adverse, cette fois-ci centré sur Trump, dont on sait très bien que c'est assez incertain, ou en tout cas compliqué à anticiper, où là, la négociation sur l'ALENA va aboutir, mais justement, c'est pas dans quel sens. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est dans le programme électoral de Trump, la rupture de l'ALENA. Donc, l'administration américaine ne sera pas forcément pour, sauf que si jamais tout d'un coup, seul, sans le Congrès, il déchire l'accord, il le peut. On aurait un problème, d'ailleurs plus large sur les questions de libre-échange. Là où il faut se méfier, c'est autant sur la réforme fiscale, il a besoin du Congrès, donc on a vu tout le feuilleton et les négociations que ça a entraîné. Autant sur des aspects extérieurs d'échanges commerciaux, il peut lui décider par décret présidentiel de déchirer un accord. Exactement. Voilà. Il peut le faire sur l'ALENA. Et dans ce cas, il y aurait problème avec le Canada et le Mexique. Donc là, il y aurait plus un problème sur les émergents, de manière générale, parce que on aurait des inquiétudes sur le commerce mondial.
pas catastrophique, mais malgré tout, on aurait un peu moins de libre-échange au sens large du terme. Et dans ce cas-là, les actifs risqués, évidemment américains, mais aussi européens et émergents, pourraient marquer le pas. Ouais, un petit commentaire là justement sur la menace protectionniste là vis-à-vis du monde émergent. Enfin, est-ce que d'une certaine manière, elle s'est matérialisée en partie depuis l'élection de Donald Trump? Pas du tout. Est-ce qu'on est rassuré de ce point de vue-là, ou est-ce que ça reste un risque qu'il faut intégrer justement dans les marchés, Bruno? Non, c'est vrai qu'on a eu des craintes qui se très manifestent au début janvier lors de la prise de fonction de Donald Trump. Depuis, tout ça est un peu oublié, j'ai envie de dire, quoi. Donc, c'est justement à ce moment-là qu'il faut bien sûr le craindre, en tout cas. Donc, c'est un risque indéniable qu'il faut avoir en tête. Alors, manifestement, si on regarde pays par pays, le Mexique est en première ligne, je vais dire. Ils sont à côté, oui. Et c'est vrai que le marché mexicain, le peso mexicain a bien remonté depuis début janvier. Donc, il y a sans doute un peu de risque à ce niveau-là. Le risque plus large, le risque, c'est qu'on soit devenu complaisant, c'est ça, par rapport à cette menace protectionniste. Simplement, qu'on l'ait complètement évacué en disant ça n'existe plus. L'ALENA, finalement, est tellement un accord qui est positif pour le Canada, les États-Unis et le Mexique, qu'on a du mal à comprendre comment on peut le déchirer d'une certaine manière, mais enfin bon, le personnage est imprévisible, donc tenons quand même compte de ça. Le risque plus grand, c'est bien sûr avec le partenaire principal qui est la Chine. Et effectivement, il ne faudrait pas que les relations sino-américaines se détériorent dans ce cadre-là. Pour le moment, on l'a pas vu, clairement. Et le marché ne l'anticipe pas. Donc, encore une fois, là aussi, c'est ça. Il faut bien sûr en tenir compte d'une certaine manière. Bon, il y a ce risque protectionniste, Bruno, et puis on évoquait là dans les scénarios présentés par Arnaud Faller chez CPR, il y a ce risque politique. Alors en zone euro qui n'a pas complètement disparu, mais je voulais qu'on dise un mot du cycle politique dans les émergents. On a beaucoup parlé de l'amélioration des fondamentaux économiques tout au long de l'année là sur les pays émergents. Il y a un cycle politique aussi très intéressant, très important qui est en train de se jouer. Alors beaucoup d'élections prévues en Amérique du Sud, certaines ont déjà eu lieu, d'autres sont à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cycle politique aujourd'hui là pour l'heure, ce qui se fait les prochaines, c'est la prochaine importante, c'est en Afrique du Sud, en Amérique latine, au Mexique et au Brésil. On vient d'avoir les élections chiliennes qui ont donné vainqueur Sébastien Pinera, qui est un parti conservateur, qui était déjà au pouvoir auparavant. Et globalement, les marchés sont plutôt rassurés par ce résultat, indéniablement. Rappelez-vous, on a eu ces élections en Argentine qui ont tout changé pour l'Argentine il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai envie de dire, on a une tendance plutôt. Il y a une vague qui porte les partis conservateurs et libéraux au pouvoir. Donc la prochaine étape, c'est bien sûr le Mexique début de l'été et le Brésil en octobre prochain. Avec déjà des paris qui sont pris ou pas tant que ça. Il y a clairement d'incertitude sur un candidat assez populiste, López Obrador, qui est au Mexique, qui fait craindre, à mon avis, certains investisseurs. Donc on ne peut pas imaginer que le Mexique, le marché mexicain fasse des performances très positives sur la première moitié de cette année. Tant que l'incertitude n'est pas levée, elle va préoccuper les investisseurs. Au Brésil, c'est plus serein, on va dire. Le gouvernement actuel, Michel Temer, qui est le président actuel, mais qui normalement ne se représentera pas, donc ce qui lui permet de prendre un certain nombre de réformes, ce qui n'est pas dans un agenda électoral. On aimerait bien effectivement qu'ils les prennent et qu'ils les prennent rapidement, comme ça au moins ce sera fait, indéniablement, il y a une incertitude qui reste sur le résultat, bien sûr, de ces élections. Donc là aussi, il ne faudra pas être trop gourmand sur ces marchés à court terme. Bon, après, on aura fini de ces élections en Amérique latine, on passera à l'Afrique du Sud, on aura des élections présidentielles en 2019. Il y a déjà une étape franchie, c'est-à-dire qu'on a renouvelé la tête de l'ANC, qui est le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Voilà, et qui sensiblement a de bonnes chances de rester au pouvoir pendant un certain temps. Et Cyril Ramaphosa, qui est, je dirais, le candidat des 2 candidats qui prétendaient à la présidence de l'ANC, c'est celui, clairement, le candidat préféré des marchés, du libéralisme, du business, on va dire.
Et il a remporté ces élections, certes de peu, mais il les a remportées. Donc il est officiellement président de l'ANC. Il y a de fortes chances qu'il sera le président de l'Afrique du Sud lors des élections 2019, lesquelles élections pourraient arriver avant si jamais Jacob Zuma démissionnait, ce qui est tout à fait possible. On aura également en 2019 des élections en Inde, et là, Narendra Modi, qui est le Premier ministre actuel, a de fortes chances de les emporter. Là aussi, c'est plutôt pro-business, on va dire. 2019, ça nous paraît déjà tellement loin. Mais effectivement, il faut avoir un œil, parce qu'il y avait des élections dans sa région à Narendra Modi qui l'ont plutôt conforté, qui l'ont renforcé. Dans le gouvernement. Les deux ont été remportés. Mais c'est des jalons qui sont posés déjà dans la perspective des grandes élections de 2019. On aura le temps. On a le temps d'en reparler, si Dieu nous prête vie, Bruno. Les ambitions qu'on peut avoir pour les actions émergentes en 2018, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout, mais on a eu des performances à 2 chiffres sur la plupart des marchés. Alors, il faut corriger un peu de la force de l'euro, parce que ça a été quand même plutôt un vent contraire quand on investissait aujourd'hui en euros sur des marchés étrangers. Mais grosso modo, on a quand même d'excellentes performances un peu partout. Des performances à 2 chiffres. On peut avoir aussi bien, on peut avoir mieux encore l'an prochain, ou il faut être je crois que le bull market qu'on connaît sur la région, sur les pays, les indices émergents, autant en absolu qu'en relatif, par rapport au reste du monde, depuis janvier 2016, est quand même bien entamé. Quand même. On monte en gros de 65% en dollars depuis le plus bas de cette époque, de janvier 2016. Alors il faut dire que, n'oublions pas quand même qu'avant, les actions émergentes ont fortement sous-performé. Elles ont été déçues pendant plusieurs années, voire à peu près 5 ans. Et donc on a un retour à meilleure fortune qu'il faut mettre en perspective. On a quand même des titres qui avaient énormément baissé, et donc forcément en effet de base, ils remontent de 50%, ça paraît énorme, mais ils sont encore très loin de leur plus haut du début des années 2010. Nous, on estime que ce bull market n'est pas terminé, et donc on devra avoir des performances positives l'année prochaine. Alors certes, sans doute pas dans les mêmes proportions. On a quand même un certain nombre d'actions, de titres, notamment de sociétés dans les domaines de la technologie, dans l'internet, qui ont. Mais la tech émergente nous a explosé à la figure cette année, Bruno. Mais positivement, bien sûr. Non, mais je veux dire, ça a jailli comme ça aux yeux du monde, avec des performances boursières, des capitalisations boursières qui deviennent spectaculaires. Qui sont devenues américaines quelque part, on peut le dire. Et là, vous dites quoi par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est assez préoccupant de se dire que Tencent, qui est l'équivalent de Facebook en Chine, pèse presque 500 milliards de dollars et qu'on monte de près de 100% depuis un an. C'est sûr qu'on va quand même pas monter de 100% encore pendant plusieurs années. Néanmoins, il faut quand même pas oublier que la capacité de ces sociétés à générer du cash flow, à sortir des profits, accéléré l'année dernière. On a eu des résultats extrêmement positifs qui ont été de fait salués par le marché. Non pas que la valorisation de ces sociétés est fortement augmentée. Certes, elle est un peu plus élevée qu'elle l'était il y a 100% plus bas, j'ai envie de dire, mais elle est pas non plus à un niveau stratosphérique. Donc, on peut pas encore parler, je dirais, de bulle sur ces secteurs-là. À mon avis, le terme serait inapproprié. D'autant qu'on attend encore des progressions de chiffre d'affaires très, très bonnes pour les années à venir. Alors sans doute dans les 100% de hausse de cette année, il y a une anticipation de ce qui va se passer l'année prochaine, l'année d'après. Mais à mon avis, une progression de 20% de ces titres-là ne serait pas étonnant. Juste une dernière question, mais c'est un peu pour le buzz. Enfin, Tencent qui rattraperait Apple en capitalisation boursière. Vous dites c'est inéluctable, c'est le sens de l'histoire. Vous êtes plus prudent par rapport à ça. Non, c'est pas. Vous ferez pas de pronostic par rapport à bourse, ça. C'est difficile de trouver le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Non, Apple peut aller à $1 trillion, pourquoi pas, quoi. Donc, ce sont eux qui en sont le plus près, en tout cas, ça c'est sûr. Donc ils peuvent y aller. Je ne commenterai pas sur Apple, mais en revanche, Tencent, je peux me dire que sur les 5 prochaines années, compte tenu de ce qu'ils peuvent encore faire, ce serait pas étonnant de les trouver à près d'$1 trillion. Oui, c'est ça, au niveau d'Apple aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, à suivre. Bon, la tech chinoise
chinoise, effectivement, on en a beaucoup parlé cette année. Ça a été l'année de la révélation. Alors, c'est des groupes qui existent depuis plusieurs années, mais boursièrement, ça a été quand même une année de révélation pour ces géants de la tech émergente et chinoise. Un commentaire sur les marchés émergents dans une allocation aujourd'hui, ça a quelle place pour vous, Arnaud? En gros, aujourd'hui, on apprécie. C'est vrai qu'il y a des moments. Au début de l'année, on apprécie encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière générale, on aime bien les actions. A été fait, là, vous dites. Oui, il y a une partie du chemin qui est fait. De manière générale, les actions, bien en tête que 2017 était presque un train, et que 2018, il y aura beaucoup d'à-coups. Il y aura pas mal d'opportunités, certes, mais il y aura aussi des moments où il faudra garder tête froide. Il y a un scénario dominant qui est, en gros, acheter le premier trimestre, et puis derrière, prenez des profits. Et ça, on a du mal. On nous dit, voilà, grosso modo, la première partie d'année va être bonne, et puis après, il faudra commencer à sortir. Exactement. Sauf que si tout le monde se dit ça, tout le monde va vendre avant tout le monde, et à la fin, ça monte pas. Bruno Vanier, il dit, faut échanger, en fait. C'est peut-être l'inverse qui va se passer. Nous, on dit, c'est que dès le début, ça peut secouer un peu. Il faut se rappeler que le scénario idéal, j'achète et je vends le 15 mars, on a du mal à y croire parce qu'il y a des gens qui vont vendre le 15 février, donc le 15 janvier. C'est parce qu'on a envie de passer de bonnes fêtes, en fait. Voilà. En gros, dès le début. Et je crois pas que le 1er janvier soit le meilleur timing pour acheter toutes les actions. On est positif, bien simplement sûr, il y aura peut-être des meilleurs timings que le 1er janvier. Pour vous, les trous d'air, là, en début d'année, c'est possible, Bruno? Compte tenu des performances qu'on a vues, je pense qu'une période de digestion, en tout cas, devrait arriver. Donc un peu de prudence à court terme, et attendons simplement qu'on ait des corrections qu'il, à mon avis, il faut acheter. Et je pense que plutôt le deuxième semestre prochain, tant est que qu'on n'ait pas de déception sur les perspectives bénéficiaires, et on ne le pense pas, à mon avis, se passera mieux. Bon, absolument. On commence à avoir quelques avis contrariants là par rapport au consensus qui se forme. Garder des munitions pour acheter des corrections, parce qu'il y aura des trous d'air. Voilà. Toujours des munitions. Ça, c'est mais j'ai l'impression que c'est une certitude là qui prend de plus en plus d'ampleur chez les gérants professionnels sur le retour de la volatilité et les trous d'air qu'on va avoir en 2018. Là, il y a quand même unanimité de ce côté-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci beaucoup. Bruno Vanier, Gemway Assets, et Arnaud Faller, CPR Asset Management.